Le 22 janvier 1976, c'est probablement le jour le plus triste de toute l'histoire de Sapulpa. De ma génération, en tout cas. J'étais en retard en cours, parce que j'avais rendez-vous chez l'orthodontiste. Quand je suis arrivé au lycée, je suis entré par les portes de la cafette. Gregor était à l'intérieur. Il s'apprêtait à sortir. On s'est salué rapidement, et j'ai continué. Coach Bailey était avec lui et il m'a dit « T'es en retard, dépêche-toi d'aller en cours », avec un petit sourire. Et j'ai dit « Oui, oui, j'y vais ». Je ne les ai plus jamais revus après ça. Les années 70, c'était particulier. Les pantalons pas de def, les couleurs vives, les chaussures compensées et toutes ces belles inventions. Oui, c'est sûr que c'était pas pareil dans les années 70. Les cheveux longs, bien plus longs qu'aujourd'hui. C'était une chouette époque. Au milieu des années 70, Sapulpa était une ville industrielle avec une population ouvrière à environ 25 km de Tulsa. Il y avait 2 usines de production de verre, une usine de transformation de viande. C'était vraiment une ville de la classe ouvrière. À la fin de la semaine, les vendredis soirs, tout le monde se retrouvait au stade de football pour le match. Je vivais à la campagne, donc je ne venais pas souvent en ville, mais j'assistais quand même à certains matchs. Le football avait une place importante dans nos vies. En général, les gens venaient en famille pour soutenir l'équipe de Sapulpa. C'était de bons moments, mais bien sûr, tout n'était pas toujours rose. Au cours des années 70, il y a eu les manifestations contre la guerre, la période du Watergate. Notre pays a connu de nombreuses crises et des moments de tension. Et je pense que pour les habitants de Sapulpa, les matchs du vendredi soir étaient un bon moyen de se vider la tête le temps d'une soirée. C'était l'occasion de se réunir. On venait encourager son équipe, mais on échangeait surtout avec nos voisins. Toute la communauté était fière de notre équipe. C'était un matin comme les autres. J'étais dans la salle des profs et je me préparais pour la journée. Quelqu'un est venu frapper à la porte et nous a demandé « Vous pouvez nous aider à faire le tour du lycée? On ne trouve pas M. Bailey. » Jerry Bailey était l'entraîneur de football. Jerry était aussi professeur. À l'époque, tous les coachs sportifs assuraient également des cours. La première heure de cours avait débuté et il n'était pas dans sa salle, donc c'était très bizarre. Je devais avoir cours avec lui en 2e heure. Mais Bailey n'est pas venu. On ne s'est pas vraiment inquiété, mais on a trouvé ça bizarre. Il n'était pas censé être absent. Ensuite, j'avais Madame Bailey en 3e heure, donc le cours suivant. À ce moment-là, elle avait été prévenue. Beverly Bailey, la femme de Jerry, enseignait dans le même lycée. Un joueur de football est venu dans sa classe et lui a demandé si l'entraîneur était malade, parce qu'il n'était pas venu donner son cours. Elle a demandé à ses élèves de rester tranquilles et elle est allée dans son bureau pour appeler Jerry à la maison pour savoir s'il avait eu un souci ou autre chose. Pas de réponse. Les autres professeurs commençaient à courir partout et à demander si quelqu'un avait vu M. Bailey. Tout le monde essayait de trouver où il était.
Ensuite, Jerry Dean, qui était alors un des adjoints de l'entraîneur, est venu demander « Vous auriez pas vu Jerry ou Regor ?» Paul Regor Jr. était lui aussi adjoint de Bailey, et c'était l'assistant d'éducation du lycée. C'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte que les deux entraîneurs manquaient à l'appel. On a commencé à s'inquiéter quand on a compris qu'ils avaient disparu tous les deux. C'est là que le personnel administratif a décidé d'appeler la police. Deux entraîneurs avaient disparu, deux membres respectés de la ville de Sapulpa. On a donc fait appel à toutes les troupes. Les forces de police étaient déterminées à trouver le plus d'informations possible sur ces deux individus. Jerry Bailey a grandi à Broken Bow dans l'Oklahoma. C'était un grand athlète. Il est allé à la fac de Southeastern, où il jouait au football américain. C'est là qu'il a compris qu'il aimerait bien devenir entraîneur. Il voulait être à la fois enseignant et entraîneur. Une fois son diplôme en poche, il a atterri au lycée de Nowata. Et en 1970, lors de sa deuxième année, son équipe a remporté le championnat fédéral 2A pour entrer en deuxième division. À l'époque, le lycée de Sapulpa était à la recherche d'un nouvel entraîneur et ils ont repéré Jerry Bailey. C'est lui qu'ils voulaient et ils ont réussi à l'avoir. Jerry est arrivé en 71, il me semble. Le lycée avait placé tous ses espoirs en lui et souhaitait qu'il emmène Sapulpa jusqu'au championnat d'État. Notre dernier titre fédéral remontait à 1958. Bailey est arrivé à Sapulpa après une victoire en championnat avec Nowata, donc forcément, on avait de gros espoirs. Il va réussir à changer la donne. En 1976, j'avais 16 ans, j'étais en seconde. C'était un entraîneur qui savait motiver. Il te poussait à donner le meilleur de toi-même. Et il avait toujours le sourire. Il était très disponible pour discuter avec nous. Il mettait ses joueurs avant tout le reste et il voulait le meilleur pour eux. Il avait toutes les qualités qu'on cherche chez un bon entraîneur de football. La ville entière connaissait son nom. Arrivé à la pause de midi, on ne parlait que de ça. Et on se doutait bien que c'était lié. Regor n'est pas là, Bailey n'est pas là. On savait qu'il se tramait quelque chose. On a tous commencé à s'inquiéter à partir du déjeuner. On ne les avait toujours pas retrouvés. On voyait bien que les professeurs étaient nerveux, qu'il se passait quelque chose et qu'il y avait un souci quelque part. Forcément, on a d'abord pensé à un accident de voiture. C'était avant l'époque des téléphones portables, donc il n'aurait eu aucun moyen de nous contacter s'il avait eu un problème. Je dirais qu'en début d'après-midi, les doutes se sont transformés en véritable inquiétude. Quelque chose de grave avait dû leur arriver. S'il y avait eu un accident de la route, le lycée aurait été mis au courant depuis tout ce temps. C'était déconcertant. La dernière fois que les entraîneurs avaient été aperçus, ils étaient dans la voiture de Paul Regor. C'était une vieille Chevrolet Caprice. La police a émis une alerte sur ce véhicule. Deux entraîneurs qui disparaissent, c'était inhabituel. Mais pour être honnête avec vous, je n'envisageais aucun acte criminel jusqu'à ce qu'on trouve un premier indice à plusieurs kilomètres du lycée. Ils ont trouvé des papiers recouverts de sang sur le bord d'une route. On voyait le nom de Bailey sur ces papiers. L'affaire a alors pris une autre tournure. De nombreux agents de police ont participé aux recherches des deux entraîneurs. Quand les papiers ensanglantés ont été découverts, il est devenu évident qu'il y avait eu un acte criminel. On croisait les doigts pour qu'il soit encore en vie. Évidemment, on ignorait ce qui était arrivé.
À partir du moment où les papiers avec le nom de Jerry Bailey ont été découverts recouverts de sang, l'enquête de police a véritablement commencé. Les papiers découverts par la police se trouvaient à une cinquantaine de kilomètres de Sapulpa. Les agents ont fouillé les environs à proximité des papiers, mais il n'y avait pas la moindre personne, pas de voiture, rien du tout. Bailey avait toujours un porte-bloc avec lui. Vous savez, avec la place, quand on a commencé à parler de ces papiers ensanglantés, j'ai tout de suite su qu'il y avait un problème. Mais je ne savais pas quoi et je n'osais pas imaginer ce qui avait pu se passer. À la fin de la journée de cours, on avait tous peur qu'il leur soit arrivé quelque chose de grave. Il pourrait s'agir d'une troisième personne ou de deux autres qui auraient tenté de les kidnapper ou de leur faire du mal. On manquait d'informations, donc forcément, les rumeurs ont commencé à enfler. Aucun de nous ne connaissait quelqu'un qui aurait pu vouloir leur faire du mal. Est-ce que ça pouvait avoir un lien avec nos mauvais résultats? Est-ce que quelqu'un était déçu? Bailey venait de remporter un championnat à Nowata, donc ça vendait du rêve. Et quand il est arrivé pour reprendre l'équipe en main, on espérait tous qu'il réitérerait le même exploit. Mais on n'a pas été très bons cette année-là. Jerry Bailey a passé 5 ans à Sapulpa et durant ces 5 années, il n'y a eu qu'une seule bonne saison. De nombreuses personnes se sont senties flouées. Pour elles, il avait été engagé pour tirer l'équipe vers le haut, mais il n'y était pas parvenu. Dans l'Oklahoma, le football de lycée est aussi important qu'au Texas. Autrement dit, les gens en raffolent. Les fans seraient prêts à tout pour leur équipe, même à tuer. L'entraîneur Bailey avait donné sa démission en décembre 1975. À la fin de l'année 76, il allait prendre un poste dans un autre lycée. De nombreuses rumeurs circulaient à ce propos. Certaines personnes pensaient qu'il avait été poussé dehors par l'administration du lycée. Tout ce qui compte, c'est de gagner des titres. Dans le milieu du football américain au lycée, si tu ne gagnes aucun match dans l'année, tes fans ne veulent plus de toi. Je pense que pour certaines personnes, notre coach était entièrement responsable de nos mauvais résultats. Mais la saison était déjà finie et M. Bailey avait déjà donné sa démission. Donc ça n'avait aucun sens de s'en prendre à lui. Une des plus grosses rumeurs à ce moment-là, c'est qu'il s'était passé quelque chose de grave et que c'était lié à Regor. Regor était l'entraîneur offensif. En 1975, il avait effectué sa première année au lycée de Sapulpa. Paul Regor Jr. avait été entraîneur adjoint au lycée Okmulgee, qui n'est pas loin de Sapulpa, sur l'autoroute 75. Il avait été très bon élève et athlète au lycée. Il avait décroché une bourse sportive et avait joué au football à l'université de Langston. Il avait fini capitaine de l'équipe et délégué de sa classe, c'était un leader. Les autres élèves l'admiraient. Bailey avait vu quelque chose en lui et il voulait absolument travailler à ses côtés. Après la démission de Jerry Bailey, tout le monde se demandait qui allait lui succéder et la majorité des gens s'imaginaient que ce serait quelqu'un qui était déjà présent dans le personnel entraînant. Beaucoup de personnes supposaient que Paul Regor obtiendrait le poste, parce que lui et Jerry Bailey étaient très bons amis. Mais à cette époque, à Sapulpa, je pense que personne n'était véritablement prêt à accepter un entraîneur principal noir. Il y avait des tensions radicales au sein du lycée et au sein de la communauté de manière générale. La majorité de la population était blanche. La plupart des gens faisaient en sorte de créer une atmosphère d'unité, mais de temps en temps,
il y avait quand même quelques accros entre les différents groupes. Pour bien comprendre les relations raciales à Sapulpa dans les années 70, il faut remonter plus loin que ça. En 1960, une tornade a plus ou moins ravagé les quartiers noirs de la ville. La communauté noire vivait sur les hauteurs de North Heights. C'est là que se trouvait le lycée noir, mais il a été détruit dans la tornade de 1960. Cet événement a précipité l'intégration parce que les élèves avaient besoin d'un établissement scolaire. Ils ont intégré le lycée de Sapulpa avant même la signature du Civil Rights Act. Et peu de gens y étaient prêts. Quand leurs bus sont arrivés, un groupe de gamins blancs est sorti et a jeté des cailloux sur les élèves noirs qui entraient au lycée. Ça a créé des tensions qui se sont intensifiées au fil du temps et ça a continué jusque dans les années 70. Vers le milieu des années 70, il y a même eu des émeutes au lycée. Quand M. Bailey a été engagé en 1971, plusieurs joueurs noirs avaient arrêté de jouer dans l'équipe parce qu'ils en avaient marre de la façon dont ils étaient traités. Ils ne voulaient plus faire partie de l'équipe. Quand Jerry est arrivé à Sapulpa, c'était important pour lui de réintégrer des joueurs noirs dans son équipe et il a fait l'effort d'aller les recruter. Il devait se dire que la meilleure façon d'apporter des changements positifs et d'apaiser les tensions, c'était à travers le football. Cette année-là, pour notre premier entraînement, le coach nous a laissé nous asseoir où on voulait. Donc on s'est assis à côté de nos amis. Mais il nous a dit, « Allez les gars, changez un peu les habitudes. Allez vous asseoir à côté d'un joueur que vous ne connaissez pas trop. » On n'était peut-être pas de la même couleur ou de la même ethnicité, mais finalement, comme le disait notre coach, on va former une équipe. On doit travailler ensemble. Je vous assure que quand on s'entraîne sur le terrain, qu'on fait des sprints alors qu'il fait 40 degrés en août, on est tous pareils. Tout le monde souffre autant. Je n'ai jamais entendu personne émettre des inquiétudes quant à l'arrivée de Gregor dans l'équipe d'entraîneurs. Mais forcément, ce n'est que mon point de vue personnel sur les événements. Ma vision est influencée par qui je suis et l'endroit où j'ai grandi. Il y avait des gens plus clivants dans cette ville, des gens qui avaient grandi avec la ségrégation et qui ne s'adaptaient pas forcément très bien aux évolutions de la société. Les deux entraîneurs passaient beaucoup de temps ensemble. Ils étaient amis. Je pense que certaines personnes ne voyaient pas ça d'un bon œil. Il n'y a eu aucun signe des deux coachs de toute la journée. Apparemment, énormément de personnes se sont proposées pour participer aux recherches de nuit afin de retrouver les deux hommes. Je sais que les forces de l'ordre étaient parties à leur recherche. Et je sais que de nombreux habitants, mais aussi nos professeurs et les autres entraîneurs, ont activement participé aux recherches. Ce soir-là, mon père m'avait dit, « Tu sais, on ne les a toujours pas retrouvés. » J'ai réfléchi à tous les endroits où ils pouvaient se trouver. Et j'ai appris bien plus tard ce qui leur était arrivé. Encore aujourd'hui, j'ai du mal à me faire à ce qui s'est passé. Ça a changé de nombreuses vies. Un hélicoptère participait également aux recherches en journée. À bord, il y avait le pilote de l'hélicoptère, mais aussi 2 reporters de chaînes de télé. Ils effectuaient des cercles autour de Bixby, une zone principalement agricole avec des grands champs d'herbes hautes et d'autres graminées qui avaient déjà poussé assez haut. À l'époque, cette zone était recouverte de champs. Il n'y avait aucun bâtiment, pas d'appartement résidentiel. C'était la campagne. Donc, c'était comme chercher une aiguille dans une botte de foin.
Quand on est arrivé au lycée le lendemain, on avait des remplaçants en classe. Personne n'avait été retrouvé. On savait que c'était grave, mais on ne savait pas à quel point. Ce vendredi-là, il n'y a pas eu beaucoup de travail effectué en classe. Personne n'arrivait à se concentrer sur ses leçons. Le seul sujet de discussion, c'était « Tu penses qu'ils sont où? Il s'est passé quoi, à ton avis ?» On imaginait le pire, que ce soit un kidnapping ou un autre genre de crime. On commençait à se dire, les deux entraîneurs ont disparu. Est-ce qu'ils vont nommer des joueurs à leur place? Personne ne savait ce qui se passait. En milieu de matinée, vendredi, alors qu'ils survolaient la zone de Bixby, un des reporters à bord de l'hélico a repéré quelque chose. Il y avait une vieille ferme abandonnée au croisement de la 131e rue et de la 145e avenue, dans la périphérie de Bixby, pas loin de l'endroit où on avait trouvé les papiers recouverts de sang. C'était à plusieurs kilomètres de la route qui continue jusqu'au lycée de Sapulpa. Ils ont fait le tour de cette ferme abandonnée et c'est là qu'ils ont vu la voiture de Regor. La voiture était garée à un endroit qui la rendait invisible depuis la route. Plusieurs personnes étaient déjà passées devant cette ferme, mais n'avaient pas vu la voiture parce qu'elle n'était visible que du ciel. Ils ont trouvé un endroit où se poser et après être descendus de l'hélico, ils ont vérifié la plaque d'immatriculation. Ça collait. C'était bien la voiture de Paul Regor. Mais où étaient les deux hommes? La voiture semblait abandonnée et il n'y avait personne aux alentours. La voiture dans laquelle Paul Regor et Jerry Bailey avaient quitté le lycée a été découverte par un reporter TV. À ce moment-là, il a contacté les différentes forces de l'ordre en charge de l'enquête qui ont rapidement dépêché des équipes sur les lieux. Un des agents envoyés sur place était Kent Thompson, un agent de la police fédérale de l'Oklahoma et un très bon ami de Bailey. Ils étaient très proches, donc il a filé jusqu'à la ferme dès qu'il a été mis au courant. En s'approchant de la voiture, il a remarqué qu'il y avait des traces de sang sur le pare-choc arrière. Malheureusement, il ne pouvait pas ouvrir le coffre parce que la voiture était verrouillée, mais il a vu que les clés étaient encore sur le contact. Il ne voulait pas détruire des pièces à conviction, donc il n'était pas question d'exploser la vitre. À l'époque, on pouvait déverrouiller les portières en jouant un peu avec les poignets, jusqu'à réussir à soulever le loquet de verrouillage. Le policier est parvenu à ouvrir et à récupérer les clés. Ensuite, l'agent de police qui était sur les lieux du crime a ouvert le coffre de la voiture. L'agent Thompson devait se préparer psychologiquement à ce qu'il allait peut-être trouver dans le coffre. Un de ses meilleurs amis avait disparu. Et je pense qu'il savait qu'en ouvrant ce coffre, il risquait de trouver quelqu'un à l'intérieur. C'est là qu'il a vu le corps. Le corps de Jerry Bailey. Il présentait de nombreuses blessures qui semblaient être dues à des coups de couteau. Et pour moi, le nombre de coups indiquait forcément une extrême colère de la part de l'agresseur. La police a remarqué que sa chemise était relevée, comme si Jerry essayait de voir où il avait été blessé et si les plaies étaient profondes. Ensuite, j'imagine qu'il a mis sa main sous son menton et qu'il est mort dans cette position. Forcément, les enquêteurs se sont demandé s'ils allaient retrouver Regor dans le même état, ou si ça allait être encore pire.
À ce moment-là, d'autres forces de police ont été appelées et de nombreux agents se sont rendus sur les lieux. Il y avait des officiers de plusieurs départements. À cause de l'endroit où on avait trouvé le corps, l'enquête dépendait à présent du bureau du shérif de Tulsa. Il fallait absolument retrouver Regor. Ils avaient fouillé tout autour de la voiture mais n'avaient rien trouvé. Je crois que c'est le pilote de l'hélicoptère qui s'est dit qu'il faudrait aller voir dans la ferme abandonnée. C'était un vieux bâtiment, très sale et délabré. Personne n'y avait vécu depuis des lustres. Les sols étaient tout poussiéreux, les vitres étaient cassées. À l'intérieur, l'atmosphère était très pesante. Après avoir fouillé les autres pièces, il ne restait qu'une chambre à inspecter. Il s'est approché de la porte, l'a poussée doucement, il a regardé à l'intérieur et il a vu un grand homme noir allongé sur un matelas. Il avait du sang sur sa chemise. Il n'avait pas l'air en super forme. Une des personnes du bureau du shérif connaissait son nom et l'a appelé d'une voix forte « Paul Regor ». Ses yeux se sont ouverts à ce moment-là. Il était toujours en vie. Le personnel médical et la police sont arrivés et tout le monde a remarqué qu'il avait du sang sur sa chemise. Mais ils ne savaient pas encore de quel type de blessure il s'agissait. Ils lui posaient des questions. Est-il blessé? Que s'est-il passé? Regor n'était pas capable de communiquer et de leur répondre. Il marmonnait et regardait dans le vide. Il était quasiment dans un état catatonique. Donc la police ne savait toujours pas ce qui s'était passé. Ce jour-là, au lycée, le tournoi de lutte devait commencer à 13 h. La saison de football était terminée depuis près de 2 mois et demi. Certains footballeurs étaient aussi dans l'équipe de basket, d'autres faisaient de la lutte. Moi, j'étais aussi dans l'équipe de lutte. J'étais sur le tapis, je venais de serrer la main de mon adversaire quand ils ont annoncé au haut-parleur que le tournoi de lutte était reporté. Ils ont demandé à tous les lutteurs de Sapulpa de retourner dans les vestiaires. Chibli, l'entraîneur de lutte, nous a dit que Bailey avait été retrouvé mort et que Regor avait besoin de soins médicaux. Il était très ému quand il nous l'a annoncé, et nous aussi. Comment ce genre de choses peut arriver? Je me souviens des premiers pas sur la Lune. Je me souviens de l'assassinat de JFK. Je n'oublierai jamais ces 2 événements, tout comme je n'oublierai jamais le jour de la mort de Jerry Bailey. C'était une journée très émouvante. Beaucoup de personnes pleuraient au lycée. Bailey avait impacté de nombreuses vies. C'était une triste journée, vraiment. Tous les joueurs de football étaient dévastés par la nouvelle. Avant ça, Sapulpa était un lycée classique. Mais cet événement tragique a tout fait basculer. Du côté de la ferme, les agents de police et les enquêteurs ont commencé à examiner Regor et ont remarqué quelque chose d'étrange. Il avait quelques coupures sur les doigts et les mains, mais rien de bien méchant. Ça n'avait aucun sens. Le sang sur sa chemise ne pouvait pas venir de ces petites blessures. C'était vraisemblablement le sang de quelqu'un d'autre.
Un agent de Sapulpa a demandé « Monsieur Régor ?» Mais avant même qu'il lui pose sa question, Régor a dit quelque chose qui a choqué l'ensemble de la communauté. Au lycée, on a tous appris la nouvelle grâce à l'annonce des haut-parleurs. Régor avait été retrouvé vivant, mais Bailey était mort. Aucun d'entre nous ne connaissait les détails concernant Régor. Bien sûr, c'est devenu évident par la suite. La police a fini par déterminer que le sang provenait du défunt Jerry Bailey. Un agent de Sapulpa avait commencé à lui demander « Monsieur Régor ?» Et Régor a interrompu l'agent avant même qu'il lui pose sa question. Il a dit « Je crois que j'ai fait quelque chose de mal. » Régor leur a dit qu'ils étaient tous les deux en voiture et qu'ils descendaient la route Mingo jusqu'à la ferme abandonnée. Puis Régor a dit à Bailey qu'il devait s'arrêter là pour lui montrer quelque chose dans le coffre. Jerry est sorti et s'est dirigé vers l'arrière de la voiture, au niveau du pare-choc. Régor a sorti un couteau de boucher qu'il avait caché sous son siège depuis 2 ou 3 semaines. C'est là qu'il l'a attaqué. Régor a avoué qu'il avait tué son meilleur ami, Jerry Bailey. L'agent de police lui a demandé pourquoi il avait fait ça. Et Régor a répondu que Jerry se fichait de lui. Quand Bailey a posé sa démission en décembre, le lycée a engagé Art Davis, qui avait déjà entraîné l'équipe dans les années 50. Au moment de l'annonce, Paul s'est énervé et en a voulu à Jerry. Il l'a accusé de ne pas l'avoir recommandé pour le poste d'entraîneur principal. Jerry lui a répondu qu'il avait recommandé chacun de ses adjoints, qu'ils étaient tous entièrement capables de le remplacer. Pour je ne sais quelle raison, Paul pensait que le poste devait lui revenir et du coup, il s'attendait à le décrocher. Il avait l'impression que Bailey n'avait pas assez appuyé sa candidature. Mais comme il avait donné sa démission, je ne sais pas si les personnes chargées de la décision avaient vraiment écouté son avis. Il avait choisi de partir, donc. Monsieur Régor trouvait que Jerry Bailey ne l'avait pas suffisamment soutenu, ou pas du tout même, dans sa candidature pour le remplacer au poste d'entraîneur principal du lycée Sapulpa après sa démission. Le mobile de Régor, ce qui l'a poussé à tuer Bailey, c'est qu'il n'a pas obtenu le poste d'entraîneur principal. C'est absurde. Le rapport de l'autopsie indique un total de 21 blessures au couteau, et 7 d'entre elles avaient le potentiel de lui être fatales. Je ne peux pas imaginer pire façon de mourir. Quand je l'ai appris, j'étais persuadé que les forces de l'ordre s'étaient trompées. Ça ne pouvait pas s'être passé comme ce qu'on nous décrivait. On se creusait tous la tête pour essayer de voir si on avait raté quelque chose, un signe précurseur. Mais pour ma part, j'étais convaincu que les deux entraîneurs s'entendaient bien au travail et qu'ils étaient aussi très proches en dehors. Je me souviens très bien de Beverly, qui me racontait que leurs enfants allaient parfois dormir chez les Régor et inversement. Les enfants de Paul venaient aussi chez eux et ils étaient très bons amis. Je n'avais jamais rien remarqué entre eux qui aurait pu susciter des inquiétudes par rapport à leur relation et qui aurait expliqué une fin aussi tragique. Je me souviens bien des funérailles de Bailey. Non seulement l'église baptiste était pleine à craquer, mais il y avait aussi une foule de gens dans leur bâtiment annexe, l'ancien auditorium. Les gens étaient venus en masse pour assister à la cérémonie. Mais les funérailles ont également été diffusées en direct à la radio, dans toute la ville.
Les plus grosses funérailles que la ville de Sapulpa ait connues, je pense. Il y avait 2 fois plus de gens à l'extérieur qu'à l'intérieur de l'église, si ce n'est plus. On a tous porté le cercueil, toute l'équipe de football. Je me souviens avoir été bouleversé par le nombre de personnes présentes et de voir à quel point les gens tenaient à lui. Le jour des funérailles de Jerry Bailey, Paul Regor est accusé de meurtre. Il avait admis avoir placé son couteau de boucher sous le siège de sa voiture 2 ou 3 semaines plus tôt. Donc, il y avait clairement eu préméditation. Aujourd'hui, ce serait classé comme assassinat. Mais selon la loi criminelle de l'époque, ce n'était pas le cas. Paul Regor et son avocat ont plaidé non coupable des faits. Ils n'ont pas nié que l'acte avait eu lieu, mais ils ont affirmé qu'il était dans un état psychotique, atteint de folie passagère, et qu'il n'était plus capable de différencier le bien du mal. Pour moi, c'était du grand n'importe quoi. Paul Regor avait répété plusieurs fois aux agents qu'il était responsable des coups de couteau qui avaient tué Jerry Bailey. Il a dit « Je crois que j'ai fait quelque chose de mal ». Il était tout à fait en mesure de concevoir que le fait de poignarder Jerry Bailey à 21 reprises était un acte criminel et que c'était mal. Pour moi, c'était du tout cuit. Le juge ordonne une évaluation psychologique et Paul Regor fait plusieurs séjours en hôpital psychiatrique. Pour que quelqu'un fasse ce qu'il a fait, c'est qu'il n'avait pas toute sa tête. En 1977, le procès de Paul Regor débute enfin. Ses avocats tentent de convaincre le juge qu'il était malade au moment du meurtre. Mais les procureurs affirment qu'il savait parfaitement ce qu'il faisait. Au vu des circonstances, on avait tous l'impression qu'à chaque fois que son procès approchait, il devenait fou, comme par hasard. Le jury est allé délibérer à la fin du procès et ils sont revenus au bout de 90 minutes avec leur verdict. Nous, le jury, déclarons l'accusé Paul Regor Jr. coupable de meurtre. Point final. Nous tous, qui connaissions bien Bailey, on était soulagés de savoir que le procès avait eu lieu et qu'il avait été jugé coupable. Regor a été condamné à un minimum de 10 ans de prison, qui pourrait aller jusqu'à la perpétuité, et il devait commencer à purger sa peine à la fin du procès, mais il a fait appel. À l'époque, on pouvait rester en liberté le temps que le dossier soit réétudié. Ça a gêné beaucoup de personnes, notamment les jeunes, parce qu'il avait tué leur entraîneur bien-aimé et qu'il pouvait se balader librement dans les rues en attendant. Beverly avait peur, elle était terrifiée. Un jour, elle m'a dit « Je me demande s'il ne risque pas de venir chez nous et de nous tuer, moi et les enfants. » Elle vivait dans la peur. J'ai revu Regor. Je passais en voiture à Okmulgee et il était assis sous le porche de la maison de sa mère. Il était assis tranquille. Il profitait de son après-midi. Le voir assis sous ce porche, au lieu d'être enfermé en prison, je trouvais ça d'une telle injustice. Le jour du 3e anniversaire de la mort de Jerry Bailey, Paul Regor était assis sous le porche de la maison de sa mère. Elle vivait le long de la route 75. Le porche donnait côté route. Il s'est levé et s'est avancé jusqu'à la route. Et puis, il a traversé pile quand un camion arrivait. Le camion l'a renversé. Mais il a survécu. Paul Regor a passé 1 an à l'hôpital pour se remettre de cet accident. Une fois remis de ses blessures, il pourrait commencer à purger sa peine de prison. Quand Paul Regor a quitté l'hôpital, il est retourné vivre avec sa mère. Et la veille du jour où il était attendu en prison pour commencer à purger sa peine d'un minimum de 10 ans, il est mort de cause naturelle.
Gregor n'a pas passé une seule minute en prison pour le crime qu'il a commis et pour lequel il a été jugé coupable. D'un autre côté, on sait qu'il a perdu sa famille et qu'il a gâché sa vie à cause de son acte. Donc il en a quand même payé un certain prix. Ça a été une tragédie pour les deux familles concernées, pas seulement les Bailey. Je sais que ça a été extrêmement dur pour Madame Bailey, mais aussi pour la femme de Monsieur Gregor et pour ses enfants. Je ne peux qu'imaginer la tristesse et la honte qu'ils ont dû ressentir. C'est évidemment triste qu'il n'ait jamais purgé sa peine de prison. Mais vous savez quoi? Parfois, c'est la culpabilité qui nous rattrape et qui finit par nous ronger. Il ne reste plus beaucoup d'adultes de l'époque qui sont encore là aujourd'hui et qui s'en rappellent précisément. Mais les anciens élèves s'en souviennent. C'est encore une plaie ouverte pour beaucoup d'entre eux. Je me dis toujours que la victoire balaie tous les maux et que si on avait mieux joué, si on avait eu de meilleurs résultats, Bailey n'aurait pas donné sa démission. Si on avait gagné plus de matchs, peut-être que rien de tout ça ne serait arrivé. L'histoire de Jerry Bailey, ce n'est pas simplement un meurtre tragique. Et ce n'est pas qu'une histoire de football non plus. Il s'agit plutôt de l'impact qu'il a eu sur la communauté de Sapulpa, que ce soit par rapport aux relations raciales, à l'équipe de football, ou même grâce à son rôle d'enseignant. Il s'est passé près de 50 ans depuis son meurtre et les anciens joueurs parlent encore de l'amour qu'ils avaient pour leur entraîneur. Ça a été un réconfort de voir qu'il y a eu un hommage en la mémoire de Bailey. Et c'est gratifiant de voir que la communauté et la ville de Sapulpa ne l'ont pas oublié. Je vais essayer de ne pas craquer, mais il y a un célèbre dicton qui dit qu'un bon entraîneur peut changer l'issue d'un match, mais qu'un super entraîneur peut changer des vies. Bailey était un super entraîneur.